et donc maintenant j'en suis à des trilogies dont les bouquins font un million de signes chacun. Donc voilà, mais il y avait pour moi effectivement une démarche de construction parce que j'ai une attitude relative à la fois assez humble finalement, enfin j'espère, vis-à-vis de l'écriture, qui est que à la fois il y a une part d'inconscient, mais il y a aussi une part de technique, et moi je considère que cette part de technique, en tout cas c'était mon approche, je préjuge en rien de l'approche des autres, hein, mais moi ce dont j'avais besoin, j'ai besoin de m'apprendre et de m'expliquer à moi-même ce que je suis en train de faire, pour avoir ensuite l'impression de le maîtriser, d'essayer de le faire le mieux possible. C'est en gros, j'ai eu besoin d'apprendre à nager dans le petit bain avant de faire Paris-New York à la nage. Vous avez, je crois, une traduction d'une nouvelle dans le monde anglo-saxon aussi. Oui. Vous pouvez expliquer ça rapidement. Oui, oui. Donc Killing Close, qui a été assez remarqué, et ce qui m'a fait très plaisir, a aussi reçu le prix Imaginal de la Nouvelle en 2009. Ce texte était une leçon assez amusante parce que c'est un des textes qui m'a donné une leçon d'écriture importante. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent ça, mais je ne prétendrai pas juger que c'est de valeur universelle, absolument pas. En tout cas, moi c'était une étape importante. C'est qu'en gros, j'ai écrit ce texte en me disant, peu importe si ça plaise ou pas, mais moi qu'est-ce que je m'amuse. Et je pense que ça a été une leçon d'écriture importante, qui est que finalement, en ce qui me concerne, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont le même ressenti, peu importe que ça plaise ou pas, peu importe que ce soit publié ou pas, à partir du moment où on se fait plaisir et on fait de son mieux. Et je me suis vraiment lâché avec Killing Close, donc qui était une nouvelle sur le mythe arthurien, et qui était un peu irrévérencieuse, mais en même temps, je l'espère, faite avec beaucoup de tendresse, puisqu'en fait, il y a eu tellement de réécriture et de retraitement du mythe arthurien que les personnages de la geste, en gros, dans ce texte-là, pètent un câble, puisqu'en fait, ils ont vécu tellement d'écriture et de réécriture qu'ils n'en savent plus où ils sont, et qu'ils deviennent cinglés, et que Avalon devient une espèce de prison un peu kafkaïenne pour eux-mêmes, où ils sont condamnés à revivre 100 fois les mêmes trucs, et qu'ils cherchent à sortir de ça. Donc cette nouvelle-là, elle a été très appréciée en France. Elle était parue dans l'anthologie d'abord de Brocéliande en Avalon, chez Terre de Brume, dirigée par Lucie Chenu. Et en fait, la façon dont ça s'est passé, tout simplement, il y avait régulièrement, Delia Sherman, en collaboration avec un anthologiste, donc pour cette anthologie c'était Christopher Barzac, qui travaille avec l'Interstitial Arts Foundation, qui est une fondation dont j'aime beaucoup l'attitude, qui dit qu'ils cherchent à promouvoir et à publier, mais aussi ils font aussi des arts plastiques, etc., un art pour lequel il n'y a pas encore les codes et les cartes pour le décoder. Donc moi c'est une attitude qui me plaît beaucoup. Mon blog s'appelait longtemps Expérience en temps réel, donc c'était la reflet direct de ça. Tout simplement, moi, je savais qu'il prenait des soumissions en anglais, et bon, je me suis dit, voilà, j'ai une chance sur 1000 que ça passe, et j'ai tout simplement tenté le truc, et le texte a eu l'heure de leur plaire. Donc elle a été effectivement traduite aux États-Unis, donc l'anthologie Interfiction 2. Et qui était, ce qui était un énorme honneur pour moi, c'était je crois c'était en 2009. Donc j'avais pas encore j'avais encore que des nouvelles publiées en anthologie, en recueil. Donc c'était une aventure assez fantastique. Je vois que c'était pas un texte prévu, mais Nicolas Barré veut nous en lire un petit extrait, c'est ça? Un extrait court qui peut rendre compte du côté humoristique et du jeu avec l'archétype. Lancelot. Sous un ciel plombé, là où la terre brune glissait sous les flots calmes de l'océan, ou d'un lac si vaste que le brouillard en dissimulait la berge opposée, les habitants de l'île s'étaient rassemblés autour du chevalier. Vêtu d'une armure resplendissante, juché fièrement sur un immense palefroid caparaçonné, cheveux au vent, mâchoire carrée, Lancelot promenait une ultime fois son regard pur sur l'assemblée. Il sentait le fer et le gingembre, la bougie et le sexe. Tout Camelot retenait son souffle, respectueusement silencieux à l'approche de l'événement qui, par sa régularité et son caractère héroïque, avait pris des allures de cérémonie. Le chevalier termina la pomme dorée cueillie dans les vergers du château, la mangea jusqu'au trognon, puis accepta la lance que lui tendait son écuyer. Il brandit l'arme en criant d'une voix claire « Pour le roi !» Les spectateurs anonymes levèrent vaguement le poing en retour et poussèrent quelques acclamations dubitatives. Avant de baisser la visière de son aume, Lancelot se retourna vers le château, vers son amante, dépositaire d'une force tragique. Guenièvre n'était pas descendu sur la rive, mais il savait que leurs regards se croiseraient, quelle que soit la fenêtre qu'il choisirait.
Ils étaient liés. Camelot ne prenait jamais deux fois la même apparence, mais sur l'île, seules les significations importaient. Le favori du roi se retourna vers la berge, pointa sa lance et éprena son cheval. Le coursier galopa joyeusement dans l'eau sans le moindre doute. L'assistance recula de quelques pas pour éviter les grandes gerbes d'éclaboussures. Très rapidement, l'animal sombra sous le poids de l'armure et du cavalier, disparut et se noya, probablement. Lancelot tenta bien de nager, mais à son tour, entraîné par le fer, il coula à pic dans les eaux grises. Camelot suivit encore quelque temps les progrès du chevalier au sillage de bulles qui marquait sa marche solide, imperturbable, vers le large. Puis, quand celles-ci se raréfièrent pour s'évanouir tout à fait, les spectateurs tournèrent les talons et remontèrent d'un pas lourd vers le château. Il commençait à pleuvoir. Osez sur le mythe d'Arthurien, Lionel Davoust. C'est l'humour dont vous parliez au début. Vous aimez bien? J'aime bien, oui, je pense qu'au fond de moi, je suis un garçon très irrévérencieux. Donc oui, j'aime. Mais surtout, je crois que j'ai un problème avec ce qui est considéré comme sacré, en fait. Que ce soit figure historique ou mythe, etc. À un moment, il y a eu des gens véritables derrière, et je pense que ces gens, ça pouvait parfois leur arriver de rire. Ça pouvait aussi parfois, peut-être, je suis navré, mais je pense qu'il est dû arriver à Chrétien de Troyes de se bourrer la gueule dans des tavernes. Donc, alors, ça n'empêche pas qu'il ne faut pas traiter les objets littéraires avec les références qu'il aurait dû, mais qu'à partir du moment où les choses deviennent sacrées, rigides, elles ne respirent plus, elles n'évoluent plus. Et finalement, le mythe arthurien, en plus, dès le début, ça a été une matière qui était vivante, puisqu'elle a été écrite et réécrite et reconstruite pendant au minimum 4 siècles, à partir des premières versions. Et ce qui est amusant, en plus, en parlant justement sur le mythe arthurien, c'est que ce corpus, on ne cesse d'y ajouter. Et je crois que c'était Alexandre Astier, bien connu, puisqu'il a aussi fait des choses absolument géniales sur la question avec Camelot, et qui disait dans une interview, aujourd'hui, le Sacré Graal des Monty Python est considéré comme une source arthurienne. Ce qui est quand même, je veux dire, le summum de l'irrévérence. Et ça n'empêche pas, et je pense vraiment que la littérature, l'écriture sont des choses qui sont extrêmement vivantes, qu'on a un peu trop tendance à les enfermer. Moi j'ai beaucoup souffert de l'enseignement du français au collège et au lycée, et on a beaucoup tendance à les enfermer, à les mettre sous le vide, et à les considérer comme des trucs lyophilisés, à ne surtout pas toucher. Alors il faut évidemment avoir des exégèses et des études de ces choses-là parce que c'est intéressant, mais perdre de vue qu'à la base, la littérature, la culture, c'est des objets de plaisir, et c'est des affaires de goût et des subjectivités avant tout, moi je trouve ça un peu dommage. Et justement, ça m'ennuie qu'il y ait des barrières comme ça, et ça n'empêche pas de les traiter avec le respect. Moi, quand j'ai commencé à écrire les clauses, je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai répondu oui à une nouvelle sur le mythe arthurien? Tout a déjà été fait, qu'est-ce que moi, pauvre nouvelliste, avec, je sais plus, à l'époque, 6 ou 7 ans de publication derrière moi, je vais pouvoir ajouter au truc. Bah, j'ai humblement et timidement essayé de faire mon truc, et puis voilà, la seule façon que j'ai trouvée, c'était justement de parler de toute l'écriture à la fois. Donc voilà, moi j'aime pas les barrières invisibles qui séparent les choses, et j'aime pas l'étanchéité entre les catégories, entre les gens, et la sacralisation de certaines choses. La révérence, oui, mais pas le sacré. On va maintenant plonger dans le grand bain, puisqu'on a abordé les débuts de la carrière de Lionel Davoust. L'édition, la traduction, l'écriture de nouvelles, certains types de nouvelles, l'entrée en fantaisie. Et puis là, on va passer en fantaisie urbaine, avec un grand projet qui est quand même une trilogie. On ne tente pas ce garçon de faire un premier roman, mais on va faire tout de suite une trilogie. Et le pire, ou mieux plutôt, c'est qu'il arrive à la vendre à un éditeur. Alors en 2 mots, parce que c'est pas le cœur de notre débat, mais en vraiment 30 secondes, comment, à partir d'un prix imaginal de la nouvelle, d'un court roman, chez un éditeur critique en l'occurrence, et puis quelques nouvelles remarquées, vous êtes arrivé à proposer d'emblée, comme ça, gaillardement, à un éditeur, je vous propose une trilogie, de la fantaisie urbaine, suivez-moi. J'ai rencontré donc Stéphanie Chevrier qui dirige les éditions Don Quichotte aujourd'hui, et à l'époque elle était chez Flammarion, et elle a lu certains de mes textes, et en fait on s'est rencontrés, et elle
trouvaient que j'avais quelque chose d'intéressant dans les nouvelles, mais que bon, j'étais peut-être encore un peu vert, et que surtout il fallait que je montre que j'avais les reins solides. Et donc elle n'a cessé, et je l'en remercie régulièrement pour ça, elle n'a cessé de me pousser vers le roman en me disant faites-moi un roman, faites-moi un roman. Et ce que donc qui a été aussi une part de mon cheminement en montant de plus en plus haut, en augmentant la durée et en m'autorisant aussi, parce que je pense que dans l'écriture il y a une part importante de s'autoriser à faire les choses, donc en m'autorisant à être de plus en plus ambitieux et à ne pas avoir peur de me casser la figure le cas échéant. Et j'avais proposé à Don Quichotte un premier projet, et finalement on a convenu d'ailleurs d'un commun accord que c'était pas le bon projet pour cette maison-là. Ce qui d'ailleurs était intéressant parce qu'en fait on s'est rendu compte justement à la base sur la base d'un projet qui du coup ne s'est pas fait entre nous, on s'est justement rendu compte que comme on pouvait se dire non, on pouvait se faire confiance. Et donc en réfléchissant davantage à l'époque quand elle a fondé Don Quichotte, je me suis rendu compte que ce qu'il cherchait, et qu'en plus moi ce que Léviathan est un projet qui me trotte dans la tête depuis une quinzaine d'années au bas mot, c'était tout simplement le truc qu'il fallait leur soumettre, donc je leur en aurais parlé. Et là, effectivement, ils ont dit oui, effectivement, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire, c'est-à-dire quelque chose un peu confluent entre le thriller dans ses codes, mais aussi qui part dans l'imaginaire, qui part dans les fêlures du réel, et qui part dans l'initiatique aussi. Eh bien, on va commencer avant de poser